Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sensibles, le podcast dédié à toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par le sujet de la haute sensibilité. Je m'appelle Sophie et depuis ma plus tendre enfance, on me répète inlassablement que je suis trop sensible. Parce que l'amour, la sexualité et les relations font partie de mes sujets préférés et qu'on va pas se mentir, parfois c'est un peu la galère. J'ai à cœur de vous emmener 2 fois par mois dans l'intimité de personnes hautement sensibles et des experts qui les accompagnent. De leurs premiers amours à leurs derniers émois, ces cœurs à prendre ou plus à prendre nous dévoileront leur cheminement personnel et sensuel. J'espère que leurs confidences sans filtre sauront toucher votre corde sensible, qu'elles vous apporteront de l'écho, de l'espoir et peut-être même des réponses à vos questions. Si le sujet de la haute sensibilité vous parle, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram du Bonheur en Barre, où je vous partage chaque semaine des illustrations et des informations pleines d'émotions. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Thierry. Donc Thierry n'est pas une personne hypersensible, je le dis tout de suite, mais c'était important pour moi de le faire témoigner sur le sujet du couple libre. Tout simplement parce que je vois le coaching comme une démarche pour comprendre son mode d'emploi, comprendre son fonctionnement. Et ce podcast, c'est aussi pour vous montrer des fonctionnements différents. Donc on a parlé de ce sujet qui est le couple libre, comment lui en est venu à ce type de relation et quelle est la différence pour lui entre relation sexuelle, relation amoureuse. Donc je vous laisse en compagnie de Thierry et j'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute! Bonjour Thierry. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Plaisir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît ? Donc je m'appelle Thierry, j'ai 32 ans, je suis papa de 2 enfants, séparé de la maman, et je suis chef d'entreprise au pluriel, donc j'ai plusieurs activités professionnelles. Aujourd'hui, on est là pour parler d'amour, sujet qui me passionne et peut-être te passionne, je ne sais pas exactement. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours amoureux, s'il te plaît ? Oui, alors du coup, moi, je disais que j'avais 32 ans, j'ai été en couple avec mon ex-femme pendant 8 ans. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la seule histoire d'amour réellement que j'ai connue. Je ferme pas la porte à rencontrer à nouveau l'amour, mais disons que si je devais faire un lien entre mon parcours et ma vision là aujourd'hui de ce que j'espère, je pense que j'ai pas mal de critères qui ont changé et évolué. Du fait que je sois papa, que j'ai une activité professionnelle assez chargée, donc j'ai pas un espace illimité à offrir à quelqu'un. C'est quoi ta vision de l'amour aujourd'hui ? Ma vision de l'amour, elle est assez triste, je dirais. Mais si on est franc, aujourd'hui, l'amour, je suis en questionnement sur ce sujet. Je me demande si c'est quelque chose qui existe ou si c'est quelque chose qu'on se crée. C'est un peu mon raisonnement actuel et on en parle beaucoup, même avec ma famille. Alors, je sais pas si c'est la séparation qui est assez récente, parce que je suis séparé depuis 2 ans, qui me fait me poser ce genre de questions. Mais aujourd'hui, j'ai presque une question philosophique là-dessus. Est-ce que l'amour existe ou est-ce qu'on se le crée ? Donc il existe in fine, mais est-ce que c'est pas une chimère qu'on se donne à nous-mêmes pour se créer des béquilles, des soutiens, répondre à un besoin ? Voilà, je suis dans cette réflexion. Est-ce que l'amour n'est pas juste aussi l'image qu'on attend de l'amour ? Ouais. C'est un peu la question. Qu'est-ce que j'attends de quelqu'un ? Qu'est-ce qui peut remplir des besoins ? Est-ce que j'attends un effet miroir sur certains besoins ? Et du coup, j'apprends à aimer ce qu'on me renvoie. C'est un peu la question que j'ai en ce moment. Mais après, j'aime par ailleurs plusieurs personnes. Donc je pense que chimiquement, ça existe. Mais après, le curseur et le niveau d'amour, je ne sais pas comment le définir. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous séparer avec du coup ton ex-femme ? Notamment la sexualité, pour être franc. Je pense qu'on n'avait pas la même vision, les mêmes attentes. On s'est rencontrés jeunes. J'avais 21 ans, elle en avait 17. Je pense qu'en fait, à cet âge-là, on se cherche beaucoup. Ça rejoint aussi un peu ce qu'on disait sur le fait de qu'est-ce que j'attends de l'autre. Est-ce que ça me convient ? Moi, je suis tombé très vite amoureux, mais parce que à ce moment-là, elle répondait à tous les critères. C'était quoi les critères ? Les critères à l'époque, je pense qu'ils étaient assez simples. C'était et c'est assez égocentré d'ailleurs. C'est briller dans les yeux de l'autre, sentir qu'on est important pour quelqu'un, qu'on apporte beaucoup à l'autre. Et j'étais dans cette demande-là. Et je pense que pour en venir à la séparation, au fur et à mesure de l'avancée de notre couple, on a fait des enfants qui étaient désirés, etc. Mais j'étais plus dans ce besoin-là. Au contraire, j'avais plus besoin de sentir qu'il y avait un autre pilier dans le foyer. Et là, elle ne pouvait pas répondre à ça.
Et à l'inverse, elle avait besoin que moi je sois plus disponible, toujours pilier, et je pouvais de moins en moins y répondre parce que très honnêtement, fatigué professionnellement, etc., avec les enfants, où j'ai pris une part de responsabilité sur beaucoup de choses et j'avais besoin de pouvoir partager ça. Elle me demandait d'être plus présent aussi, chose que j'avais du mal à faire. Donc nos chemins en fait ont pris deux lignes opposées et je parlais de sexualité parce que je pense que aujourd'hui je suis capable de dire que 8 ans avec une seule personne, pour moi c'est pas possible sur mon modèle. Là où la vision elle est plus traditionnelle, si on peut dire, c'est quand j'aime une personne, je n'aime que elle, la sexualité lui est réservée, je me rends unique jusqu'à la fin de la relation, quoi. Du coup, comment t'as amené le sujet que toi ça te convenait plus? De manière très franche, en disant voilà, sexuellement j'aimerais qu'on découvre d'autres univers. Donc c'était avant les enfants pour le coup, et ce que j'avais proposé c'était peut-être un peu brut quand j'y repense, mais c'était d'aller en club en fait, tout simplement, de manière un peu découverte, et j'ai eu un rejet catégorique assez direct parce que je pense que ça l'a beaucoup touché, ça l'a presque peiné en fait. Elle s'est remise en question, moi j'avais pas du tout anticipé ça, j'étais plutôt naturel quoi. Je voyais pas l'impact que ça pouvait avoir sur quelqu'un de dire j'ai d'autres besoins que toi. Et je pense que ça l'a peiné, donc ça a été un refus, et après on a été dans une forme de tabou jusqu'à assez tard, et là maintenant on en reparle assez ouvertement depuis qu'on n'est plus ensemble pour le coup, où elle sait maintenant mon mode de fonctionnement, et puis ça la blesse peut-être plus puisque elle le peut-être ça la blesse moins, ouais. Et elle comprend mieux parce que du coup du fait d'être séparés je suis beaucoup plus honnête aussi, parce que je pense aussi que dans un couple ce qui peut être destructeur, et ça va peut-être jouer aussi, c'est qu'on anticipe ce qu'on va pouvoir provoquer chez l'autre, etc., et on a tendance à pas tout le temps dire les choses comme il faudrait ou comme on les pense vraiment. Et du coup, je pensais la préserver de choses, alors que peut-être qu'avec de l'honnêteté, elle aurait peut-être eu moins mal quand j'ai exprimé ce besoin-là. Ce que tu m'as dit en off, c'est que c'était une personne hypersensible. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est une grande question que j'ai avec de nombreux hypersensibles, on peut être hypersensible et justement avoir une sexualité décorrélée des sentiments? Alors, je te disais aussi en off que je suis pas expert sur ce sujet-là, mais je commence à me documenter. Je pense que c'est compatible, oui. Dans le sens où il y a le côté hypersensible, mais il y a aussi la façon qu'on a de vivre ses relations, comment on est construit en fait, parce que je pense qu'on est que le résultat d'un schéma, et que moi-même dans une autre culture j'aurais peut-être pas du tout le même parcours, les mêmes désirs et la même vision de la vie, et l'hypersensibilité pour moi n'est pas incompatible, notamment parce que je pense que si j'ai bien retenu en tout cas ce que tu m'expliquais, si on vit justement de manière décuplée ce qu'on apprécie, si ce qu'on apprécie ça va être, je sais pas moi, le libertinage, une sexualité on va dire atypique, c'est peut-être le moyen de vivre son plaisir et de le vivre pleinement. Donc non, je pense pas que ce soit incompatible. Moi non plus, mais du coup c'est hyper intéressant d'avoir aussi ta vision des choses. Justement aujourd'hui, donc si je comprends bien, ta vie amoureuse est décorrélée de ta vie sexuelle. Oui, 100%. Ouais. Comment ça se passe? Il n'y a jamais de sentiments avec les personnes que tu fréquentes, du coup? Alors si, c'est assez rigolo, parce que là je vais en parler, c'est assez récent, mais là j'ai eu une discussion il y a quelques jours avec une partenaire, où on est plutôt en perspective de se dire qu'on ne s'apparenterait à un couple, parce qu'on est en train de partager des moments de complicité sans forcément de sexualité, des sujets en commun passionnants, etc. Alors on est au stade où oui, on peut dire qu'on partage absolument tout ce que partage un couple. On est exclusif sur plein de trucs, mais pas la sexualité. Donc on est libre à 100% là-dessus, il n'y a pas de notion de jalousie sur ces sujets-là. Par contre, effectivement, j'aurais sans doute du mal aujourd'hui à savoir qu'elle développe une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre. Et je pense que ça lui ferait beaucoup de peine que je lui dise aussi que j'ai des sentiments pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, la sexualité, alors on en rigolait avec un ami, et c'est la seule manière que j'ai trouvé de lui vulgariser ma position, parce qu'on est souvent incompris quand même. Et je lui ai vulgarisé en disant, mais voilà, si on sort du sujet de l'amour et de la sexualité et qu'on compare ça avec une amitié, on a différents niveaux d'amis. Il y a des personnes avec qui on va s'entendre pour certaines activités, des copains avec qui on va faire du tennis tous les week-ends, mais c'est que du tennis. Certains amis beaucoup plus proches avec qui on va avoir des discussions un peu plus profondes jusqu'au bout de la nuit, certaines soirées, etc. Et on va chercher chez chaque personne les sujets qu'on a en commun, etc. Et en sexualité, j'ai l'impression, de mon côté en tout cas, que c'est comme ça que je vois les choses.
j'ai des partenaires avec qui ça match sexuellement, avec qui on se comprend et du coup on se revoit. Mais de là à dire qu'on puisse développer quelque chose d'autre d'un point de vue sentimental, ce serait impossible. Donc on est vraiment dans un partage sur un sujet qui est la sexualité, donc c'est souvent ce que les gens ont du mal à comprendre, mais où c'est au contraire plutôt très très sain. Du coup, ta relation, on va dire, où il y a plus de sentiments mais pas de sexe, et les relations où il y a du sexe. C'est ça, et alors bon, il y a du sexe aussi sur la relation en question dont je te parlais, mais par contre ça va plus loin, c'est-à-dire que c'est une personne qui, comparée à même des amis ou quoi, avec qui je peux passer du temps sans que ce soit une gêne, qu'on soit naturel surtout, que les échanges soient fluides, enfin une relation plutôt classique en fait, où on se retrouve sur plusieurs sujets, où on a des différends, où on explique nos différends, etc. Par contre, on a des règles en fait sur la sexualité, et je pense que c'est là où c'était assez important, c'est qu'on a eu besoin de définir ça il y a quelques jours là. En disant ok bon bah effectivement ça va un peu plus loin que simplement une relation sexuelle, donc comment on définit les règles, et notamment là une des règles en négociation, c'est combien de temps on se consacre uniquement à l'autre, même sexuellement, parce que bah effectivement je m'exprimais ce besoin sur le début d'une relation de construire et de se dire ok même si évidemment on va ouvrir le couple au début elle a ce besoin-là pour mettre ses bases, etc. De dire, ok, on construit, je sais que voilà, on peut se voir régulièrement, etc. Donc, il faut qu'on temporalise ça, mais la règle sera négociée. Du coup, je sais que les gens aiment bien mettre des mots sur les choses. Est-ce que toi, tu te considères comme couple libre ? Je dirais pas polyamoureux, parce que du coup, en termes de sentiments, j'ai l'impression qu'il y en a qu'une. Ouais, je pense. Alors le polyamour, c'est aussi un truc que je découvre depuis peu de temps. Je pense que j'en entends parler depuis 1 an et demi, 2 ans, et je me suis souvent posé la question du coup de est-ce que je rentre dans cette case. Tu parlais de case, je pense que vraiment on a des fois ces questionnements-là, et j'ai l'impression que non, parce que déjà pour moi l'amour, comme je te disais, est aujourd'hui un peu en questionnement. Je me demande ce que c'est exactement. Alors du coup de le multiplier, j'ai énormément d'admiration pour ceux qui me parlent de ça, parce que aujourd'hui, moi, je sais pas, j'ai un bug système qui fait que je n'arrive pas à le projeter, en tout cas pour moi. Est-ce que tu te définis comme un couple libre, comme autrement ? Là, aujourd'hui, je dirais ça, un couple libertin presque. Parce qu'en fait, on va effectivement ouvrir le couple, donc on est un couple libre, mais ça va un peu plus loin dans le sens où on fait aussi des soirées libertines. Donc on accepte de fois partager des moments avec d'autres personnes ensemble, tout en ayant des moments... séparés, mais vraiment, pour moi, ça rejoint la confiance absolue. C'est un peu le paradoxe. C'est que souvent on me dit mais moi je ne pourrais pas, j'aurais trop peur de perdre la personne. Donc je préfère qu'on se fasse confiance en étant fidèle. Et pour moi, la confiance ultime, c'est au contraire, de dire non, tu n'es pas à moi physiquement, ton corps ne m'appartient pas, et si tu as le besoin à un moment donné de faire d'autres choses, bah fais d'autres choses. Et je pense que c'est plus sur tout le reste qu'on apporte vraiment à l'autre. Et la sexualité, justement, peut être un thème qui évolue, où on a des besoins qui varient, et il faut pouvoir justement apporter ces variations, parce que je pense que sinon on rentre dans un... Alors ça, c'est évidemment mon avis, mais on rentre dans une sorte de schizophrénie, où on se dit ouais mais ça me convient parce que le reste va, etc. Alors qu'au fond, si je faisais l'audit honnête de mon entourage, je suis pas sûr que y ait 100% de satisfaction sur ce sujet-là. Déjà merci de le partager. Je vois vraiment le coaching comme une manière de trouver ce qui nous convient, son mode d'emploi, son fonctionnement. Ouais. Comment toi t'as réussi déjà à t'avouer que le schéma classique te convenait pas et à en parler autour de toi, parce que j'imagine que au-delà de ton ex-femme... Ah mais c'est un coming out, c'est hyper dur. C'est hyper dur, j'en ai parlé à ma mère il y a quelques mois, et les réponses étaient vraiment les réponses classiques face à un coming out. C'était non mais moi mon fils, tant que t'es heureux c'est bien, mais évite d'aller dans des clubs trop proches, peut-être qu'on connaît des gens, etc. J'ai eu d'accord. Donc c'est des réactions maternelles pour le coup, mais moi le chemin je l'ai fait notamment grâce à ma relation, mon rôle aussi de père, où à un moment donné on se dit mais tout ce que je veux apporter à mes enfants, je me l'offre pas. Ce que je dis à mes enfants, en fait je l'applique même pas à moi-même. Sois confiant, assume tes positions, etc. Et je me suis dit non, si tu te regardes dans une glace, en fait t'es pas heureux dans des relations
comme celle que tu as eue. Aujourd'hui, j'ai aussi l'honnêteté de reconnaître que j'avais besoin d'être en couple, je pense. Et aujourd'hui, j'ai plus ce besoin vital. Je pense me suffire et pouvoir être épanoui sans être en couple. Donc ça a déjà été une grande évolution. Et après, le chemin, le mode d'emploi, je pense que je l'ai toujours su. Parce que j'ai toujours été assez séducteur, on m'a toujours identifié comme étant plutôt séducteur, voilà. Mais le chemin s'est fait une fois que, oui, on a mis fin à la relation avec mon ex-femme et que j'ai dit, ok, je peux être qui je veux, qui je suis vraiment, et autant l'assumer. Et je suis aussi dans une démarche un peu de vérité absolue où même quand je rencontre quelqu'un, je préfère tout de suite dire où j'en suis, quelle est ma démarche, etc. Ça choque souvent, ça déplaît parfois, ça intéresse aussi, parce que ça pose plein de questions. Il y en a plein qui comprennent pas et qui se remettent aussi un peu en question, qui disent oui, peut-être que c'est pas faux, mais est-ce que je serais capable de l'appliquer pour autant? Est-ce que j'en souffrirais pas? Et c'est là que il y a souvent débat. Et moi, j'ai aperçu et compris que je ne souffrais pas. Quand on me disait j'ai partagé un moment sexuel avec quelqu'un d'autre, j'ai pas de souffrance, même quand j'ai des sentiments. Donc c'est cool, parce que justement, je me dis, elle me fait confiance, elle m'en parle. C'est quelque chose qui est toléré dans des règles établies, c'est très simple pour moi. C'est un peu ce que tu disais, si tu prends le sexe comme une partie de tennis, t'es pas jaloux quand ton partenaire ou ta partenaire va jouer au tennis avec quelqu'un d'autre? Il y en a. Certes, il y en a. Qui vont jusqu'à ce niveau de c'est presque de la possessivité là, mais alors ça, c'est encore une fois, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi, mais moi c'est tout ce que je vais fuir aujourd'hui. Quelqu'un qui me dit, non, mais tu n'as pas le droit, en fait ça s'arrête là, déjà tu n'as pas le droit, ça ne marche pas. Ça me fait du mal, on peut en discuter, ça oui, mais l'interdiction par défaut parce que je serai dans une relation avec quelqu'un, c'est quelque chose que j'ai du mal à concevoir. Moi, c'est quelque chose où je me suis amenée à me poser cette question parce que dans mon couple précédent, comme je te disais, comme on a eu des difficultés sexuelles, la possibilité d'ouvrir le couple a été évoquée. Mais pour le moment, dans ma vie jusqu'à présent, j'ai jamais été capable de faire l'amour si je n'avais pas de sentiments. Donc c'est très complexe, et en même temps je trouve que quand tu m'en parles ou quand d'autres gens me parlent de ça, je trouve que c'est en soi presque plus sain, parce que moi tu n'appartiens à personne t'appartient, et comme tu dis, c'est de la confiance. Ouais, mais après ça me m'étonne pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ton avis sur le fait qu'il faut des sentiments, etc. Alors c'est pour ça que le polyamour, c'est une notion qui est... Et je parlais de curseur tout à l'heure. Quel est le niveau qu'on a en amitié, quelle est une belle et grande amitié par rapport à une relation de partage autour d'un tennis? C'est un peu pareil. C'est que je suis incapable, par exemple, aujourd'hui d'être sur un site de rencontre. J'ai besoin d'avoir à un moment donné une complicité, quelque chose qui se crée, sans parler d'une grande flamme, mais une étincelle. Une attirance. Voilà, une attirance. Et elle me suffit, mais elle peut être très éphémère. Je peux aimer une rencontre, je peux aimer un moment de complicité autour d'un sujet. Enfin, c'est très vaste, mais il me faut effectivement au moins cette séduction. Okay. Et c'est un ensemble, ça fait presque partie entre guillemets du jeu. La séduction, je pense, m'excite beaucoup plus que le rapport en lui-même, ou que le corps, enfin l'enveloppe, voilà. Ce qui va me plaire et ce qui va faire qu'aujourd'hui j'ai cette position, c'est qu'effectivement j'adore rencontrer la personne, avoir ce moment de séduction, se dire qui tu es, et voir s'il y a de l'attirance. Et ce moment-là, moi, me passionne. Et de m'asseoir dessus pendant 8 ans a été en fait une souffrance, mais que je dissimulais. Et puis je pense que je m'en suis rendu compte quand même assez vite, mais que il y avait un moment de mon couple est plus important que ça. Soyons francs, et je pense que j'ai eu raison de le faire. Au-delà de ça, c'est que à ce moment-là, je préservais mon ex-femme, je me préservais moi, je préservais mon foyer, tout ce que j'avais construit, donc il y avait des enjeux. Et maintenant, c'est après un parcours où je me dis, ça y est, okay. C'est fini pour une multitude de raisons, mais maintenant, ça, c'est devenu un critère sur lequel je suis en phase avec ce que j'attends. Là où à 21 ans, j'étais incapable de penser à tout ça. Je suivais un peu la mouvance du schéma classique de ce qu'on attend aussi de nous, de ce que la société attend de nous. Un couple, un homme, une femme, 2 enfants, voilà. Si possible, un garçon, une fille. Exactement. Il manquait le scénic. Du coup, aujourd'hui, parce que là, moi, de ma tête, je me dis, mais il y a un truc hyper intéressant, c'est qu'on a tendance à demander à notre partenaire que ce soit notre meilleur ami, notre amant, limite notre père ou notre mère. Donc toi, qu'est-ce que t'attends d'une relation, on va dire,
avec des sentiments. Ouais, alors c'est justement un peu ce que j'essaie d'expliquer en introduction. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas les éléments de réponse entièrement. Par contre, en fait, c'est un peu la réponse bateau du je sais ce que je veux pas, ça, c'est évident. C'est déjà bien. Voilà, mais effectivement, dès que c'est limitant, j'ai tendance à fuir un peu. Et par définition, une vie de couple est limitante. Enfin, il y a forcément des règles, comme on disait. Et ce que je vais attendre aujourd'hui, j'ai pas énormément d'attentes. Je pense que de la complicité, des moments de partage. Alors après, je suis assez spirituel, c'est pas le mot, mais en tout cas cérébral. Dans mes relations et même dans ma sexualité, et donc typiquement aujourd'hui je vais être en recherche du fameux effet miroir dont on parlait, de se dire ok, on peut avoir des discussions sur des sujets en commun, sur des positions où on est à peu près d'accord, avec j'aime bien les relations challengeantes aussi, où on me remet face à mes idées, etc. Donc ça va être une attente, mais de là à dire est-ce que c'est des attentes que j'ai pour une vie de couple, non, c'est des attentes que j'ai avec des relations même amicales. Non, je pense que je pense pas d'avoir d'attente sur le couple parce que je suis en train de remettre en question ce schéma. Donc là, ce serait presque intéressant de se revoir dans 3 mois, je te dirais si ça a marché. Un épisode bilan. Ouais, c'est ça. Mais là, non, je suis en train quand même d'établir des règles qui se rapprochent de ce que je pourrais attendre d'un couple. Ok. En disant, ok, on va essayer de stabiliser le modèle sur X temps à convenir, et après, on rediscute de comment on fait pour que personne ne souffre, etc. Donc ça déjà, pour moi, c'est la base du couple. C'est dire, ok, on se met quand même en relation et on définit ce qui peut blesser l'autre, ce qui va apporter du bon à l'autre, etc. Et le but n'est pas de souffrir. Donc je pense que ça se rapproche du couple. Ouais. Complètement. Et ça permet d'avoir je dirais presque une meilleure communication sur les besoins et les attentes de chacun. Ouais. Et depuis que tu as, on va dire, cette nouvelle vie, est-ce que tu as rencontré des personnes hypersensibles ? Alors je pense. Alors dans ma vie sentimentale, sexuelle, amoureuse, appelons-la comme on veut, je ne sais pas, honnêtement. Mais dans mon environnement professionnel, oui. J'ai notamment 2 salariés qui le sont, et du coup je le sais parce qu'elles en parlent souvent, et c'est aussi comme ça que je m'intéresse aussi un peu au sujet, et que je vois que ce que je connaissais de l'hypersensibilité chez mon ex-femme était une des facettes du cube, mais que je pense que c'est plus qu'un cube, c'est hyper complexe en fait. Chaque personne est différente, et du coup j'ai un profil par exemple qui me dit t'es de mauvaise humeur, j'ai même pas besoin de te l'entendre dire, je le sens et tu me pourris ma journée. Donc ça il faut apprendre aussi à composer avec ça. J'en ai une autre qui est plus dans on parlait des bruits de bouche, etc. Donc sur tous ces trucs-là où elle a besoin de s'isoler pour avoir une concentration optimale au travail, etc. Et donc l'open space n'était pas fait pour elle. Enfin, je découvre l'hypersensibilité de manière plutôt distante. Sur les relations que j'ai croisées peut-être, mais en tout cas on n'a pas développé suffisamment cette relation. Ou alors ça n'a jamais été un frein. Voilà. Ou alors c'était les règles que toi tu amenais étaient un frein et ça n'allait pas plus loin. C'est ça, et peut-être aussi que y a des hypersensibles qui ne se connaissent pas en tant qu'hypersensibles. C'était un des débats qu'on avait là, il y a quelques semaines aussi. Et non, je pense qu'il y a des profils qui me reviennent en tête où je me dis presque des signes sur l'attitude, sur les réactions, où oui, je me disais mais c'est fou parce que on peut être sur un pic sexuel hyper intense, hyper complice, etc. et sur une phrase tomber dans un effet inverse où je me dis bah voilà, c'est peut-être, mais par contre j'ai pas du tout la prétention de savoir le diagnostiquer ou poser le mot, de dire à quelqu'un je pense que tu es hypersensible, je pense. Ah puis alors ne le dis pas à ce moment-là. Non, bah c'est clair. Mais non, je pense que oui, j'ai dû en croiser même dans ma vie sentimentale, on va l'appeler comme ça. J'aurais beaucoup de mal à faire le lien entre ma sexualité et l'hypersensibilité. Mais je pense que ça, tu sauras mieux le faire que moi. Par contre, non, c'est vrai que je pense qu'il faut ouvrir nos chakras sur la sexualité. Moi, aujourd'hui, c'est un peu quand je te disais que je suis dans une démarche d'honnêteté, c'est que j'ai plus de soucis à en parler. Parce que ça a été il y a quand même un moment où il faudrait expliquer aux gens, écoute, tu sais le Florian que tu connaissais, papa idéal à la maison, etc. C'est toujours le papa idéal. Par contre, il a aussi une vie presque parallèle. Mais voilà, elle est assumée maintenant. Donc, évidemment, je préserve les enfants de tout ça, c'est une évidence. Par contre, je m'interdis quand je rencontre quelqu'un, que ce soit, alors professionnellement, c'est discutable, mais en tout cas, sur ma vie perso, je m'interdis de mentir sur ça.
Donc ça vaut pour les rencontres qui vont plus loin, mais c'est aussi avec des hommes, parce que pour le coup je suis hétéro, hein, mais quand je rencontre un homme de manière amicale, j'ai plus aucun problème à parler de ma sexualité. Et exposer, débattre, et juste dire non, c'est pas on n'est pas dans une déviance, quoi. C'est un mode de fonctionnement qui est peut-être pas dans les codes encore, mais je pense que ça évolue quand même beaucoup là, sur les nouvelles générations. C'est une estimation au doigt mouillé, mais j'ai l'impression que ça évolue. Parce que je vois sur les générations, je crée beaucoup plus le choc et le rejet avec des personnes de mon âge ou plus âgées, que les jeunes sont oui, c'est cool, bravo. Moi pareil, mais t'as 23 ans, et t'es déjà oui, parce que je me suis renseigné, on m'a beaucoup accompagné déjà jeune, etc. Et je le vois, la génération... alors j'ai des salariés qui sont jeunes, on va dire moyenne d'âge 22, 23. Je pense que... Oui, si, il y en a une qui est en couple depuis 4 ans, mais sinon, c'est plutôt très libre. Hein. Alors, sans parler de libertinage, hein, mais c'est souple, et c'est pas grave si je suis pas en couple, et j'ai pas envie d'enfant, je l'entends beaucoup. Là où à mon époque, mon époque, il y a que t'as 70 ans. Moi, je me sentais pas bien de dire je veux pas d'enfant. Bon, j'en voulais, ça tombe bien, mais je pense qu'on est aussi attendu d'un point de vue sociétal. Et du coup, j'aime bien, moi, pouvoir parler de ces sujets-là de manière libre, parce que je pense qu'il y a plein de modèles, il n'y en a pas de mauvais, du moment que tout le monde est heureux, et faut pas être dans un schéma forcé, quoi, mais je pense qu'il y a plein de modèles et il faut être ouvert. C'est justement pour ça que je voulais en parler. Et en fait, pour moi, cet épisode, il rebondit à l'épisode qui est sorti cette semaine, donc le 14 février, où on parlait d'amour et de comment les hypersensibles, justement, peuvent trouver leur rythme. Et en fait, c'est ce que tu disais, qu'on peut avoir peur de sortir des cases. En fait, souvent, les personnes hypersensibles ont tendance à se suradapter. Donc c'est tellement facile de se suradapter à ce que la société attend de nous, à ce que nos partenaires attendent de nous. Et que du coup, je trouvais intéressant d'amener l'ouverture sur ce sujet-là, sur l'ouverture du couple, parce que je pense que ça peut en soi être un modèle pour d'autres personnes. Et il faut, à un moment donné, arrêter d'en avoir peur. Oui, c'est pas le modèle qu'on avait, que nos parents avaient, que nos grands-parents avaient. Il n'empêche, est-ce qu'ils étaient heureux dans leur modèle ? Ouais, c'est la vraie question. Et du coup, il faudra que j'aille écouter ce podcast, parce que c'est intéressant de mettre ça en lien avec l'hypersensibilité. Bon, ma conviction, c'était que c'était compatible, hein, mais je suis assez d'accord. Il y a vraiment plusieurs modèles qui existent, et l'important, c'est d'apprendre à se connaître. On a le droit aussi de faire des erreurs, de se dire on fait un test, notamment pour des couples. On fait un test, et si on le sent pas, on arrête. Enfin, je veux dire, moi... Mon premier pas en club libertin, j'étais pas hyper à l'aise, quoi. Alors, la femme en question avait 10 ans de plus. J'étais pas à ma place, quoi. Je suis resté très longtemps au bar, à observer. J'ai bu beaucoup de cocktails. Alors, pas trop, parce que sinon, on nous sort. Mais pour le coup, non, elle a été adorable, parce qu'elle a perçu ça, elle m'a accompagné, prends ton temps, on n'est pas obligé. Voilà. Mais non, je pense qu'il faut s'autoriser à essayer des choses. On le fait sur tellement de sujets, je veux dire, aujourd'hui, professionnellement, combien il y en a qui se reconvertissent. On s'autorise beaucoup de choses, et j'ai l'impression qu'il y a une dernière brique, c'est la sexualité qui reste encore très tabou. Et du coup, on se l'interdit à nous-mêmes. C'est quand même dommage, quoi, parce que c'est un sujet qui est kiffant dans la vie. Qui est censé l'être, en tout cas. Qui est censé l'être. Et la frustration que ça peut générer quand on n'est pas en phase, c'est trop dommage. Je trouve ça trop dommage. En vrai, qu'on soit hypersensible ou non, ça change rien. C'est juste affirmer ses besoins et les assumer. C'est ça. Mais et dans un couple, c'est pas simple. Moi, vraiment, j'ai eu du mal à emmener le sujet. Alors que je suis plutôt... Enfin, vraiment, je peux parler de tout. Et à l'époque, ça, je l'avais déjà un peu. Mais ce sujet-là, je chantais quand même. Qu'on n'était pas en phase. Du coup, on est dans l'angoisse de ce que ça va générer chez l'autre. Et du coup, on commence à en parler et on voit que ça génère quelque chose chez l'autre de pas très positif. Donc on se dit, je vais rétro-pédaler un peu et je vais peut-être pas tout dire. Oui, mais du coup, tu te frustres, entre guillemets, enfin, où tu enfouis une partie de toi, et après, ça explose encore plus fort, non ? Ah bah, nous, c'est ce que ça fait, ouais, exact. Et maintenant, quand on en parle, elle me dit, mais pourquoi tu ne peux pas parler ? Parce que peut-être que, je sais pas, mais c'est pas... alors, donnons un exemple concret, que ce soit plus clair. Elle m'a dit, si tu en as besoin, on peut ouvrir notre couple. Et je lui ai dit, mais toi, ça... elle me dit, moi je vais en souffrir, mais si ça sauve notre couple, et enfin ça peut pas marcher comme ça. Donc je préférais rester dans le schéma classique, mais qui était générateur de frustration aussi, mais en tout cas on le connaissait, ça tenait, on s'est dit ça va tenir encore. Donc tu préférais souffrir toi
Plutôt qu'elle souffre. Oui, parce que quelque part, j'avais pas l'impression d'être dans une souffrance extrême. Je pense aussi que s'il n'y avait pas eu les autres facteurs, la sexualité aurait pu continuer comme ça. J'aurais pu accepter cette frustration, honnêtement, dans un schéma classique. C'est un peu ce que je disais, c'est que je pense que quand on se sépare, il y a une sorte de renaissance. Approchant la trentaine, il y a aussi le fait qu'on se connaît un peu mieux, on s'affirme plus. Et dans cette renaissance, moi, le critère, c'était je ne me mens plus là-dessus. Et je ne mens plus aux autres là-dessus. Donc, je sais pas, honnêtement, si tout le reste, parce que c'est vaste, un couple, hein, il y a quand même plein de piliers, et tous les entretenir, il y a quand même un travail laborieux. Donc, voilà. Mais je sais pas combien de temps ça aurait pu durer, et peut-être que elle aussi aurait fait son chemin. Là, on est vraiment dans l'hypothétique, mais si tout va bien dans un couple et qu'à un moment donné, le sujet est plutôt bon, on en a parlé, mais a priori c'est pas encore mûr, etc. Bah, si bien dans quelques années, après certaines expériences, etc., finalement, on en reparle. Enfin, pour côtoyer beaucoup de couples libertins, il y en a qui ont mis du temps à y venir, qui n'étaient pas du tout prêts à un moment donné et qui aujourd'hui sont complètement épanouis dans cette forme de sexualité. Et peut-être qu'on peut aussi en ressortir, mais j'en ai moins connu. Mais je pense que ouais, la sexualité évolue, et dans le couple, du moment que le dialogue il n'est pas rompu ou qu'il n'est pas biaisé par je veux préserver, etc., ça peut évoluer. Ouais. Moi, en ce moment, je vois beaucoup de couples où, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc couples classiques ne sont pas épanouis. Toi, dans les couples libertins, est-ce que tu vois beaucoup de couples épanouis ? Ouais, j'en vois beaucoup. Alors après, je les vois dans des moments assez euphoriques. Aussi. Donc ça renvoie. Puis il y a toujours cet aspect social. Enfin, je veux dire, on a et tous moi, ce on vient de parler quand ça ne va pas. Donc ça. En fait. Ouais, c'est ça. Et puis il y a le côté social aussi, où je pense que ça, on le fait tous quand on est en couple. On peut s'étrangler dans la voiture avant d'arriver à la soirée. Tout va bien quand on arrive. Donc c'est dur de juger de l'extérieur, mais en tout cas, sexuellement, je sais que dans cet entourage-là, il n'y a jamais de problème, parce qu'en fait, quand il y en a un, on en parle avec tellement de facilité qu'on trouve les solutions, et si on ne trouve pas la solution, au moins on sait qu'il faut la chercher, et on n'a pas de gêne à en parler. Maintenant, est-ce qu'ils sont épanouis sur le reste ? Alors là, j'en sais rien, puis je pense qu'on peut vraiment pas savoir. Bah toi, tu le sais, parce qu'on vient de voir aussi. Oui, non, mais c'est ça, c'est voilà. Biaisé. Toi, tu vois les gens dans des moments d'euphorie, et moi, je les vois pas du tout dans des moments d'euphorie. Donc, c'est faux. Ouais. Et par rapport à tes enfants, donc j'entends que là, ils sont très jeunes. Est-ce que tu t'es déjà projeté dans comment tu vas leur transmettre la vision de l'amour, des relations, etc. Alors, c'est une excellente question, parce que c'est un peu justement un chemin que je dois faire aussi, de comment ça va se passer. Et en fait, je me dis qu'aujourd'hui, des sexualités, il y en a de tout type. Je suis ravi de voir que les jeunes sont quand même plutôt clairs. Le polyamour, moi, je l'ai appris tardivement, hein, parce que c'était, en fait, quand j'en parle, tu connais ? Bah oui. Enfin, les jeunes sont quand même plutôt très au clair. Donc je me dis qu'en fait, on a le droit aujourd'hui de parler de ces choses-là. J'ai eu la chance aussi moi j'ai été principalement éduqué par ma mère quand j'étais petit, qui a tout de suite parlé de tout ça, de la sexualité, alors évidemment au début de la protection, mais qui avait aussi une forme de liberté sexuelle. Ma mère a eu sa période aussi post-divorce. Voilà, il y a des schémas, je pense. Mais du coup, je pense que je pourrais en parler assez librement, mais par contre, je vais le préserver quand même au maximum. C'est-à-dire que si demain je dois me projeter dans une vie de couple, alors par exemple sur le foyer, j'aurais du mal aujourd'hui à repartager ce niveau-là. Je parlais des nouvelles règles qu'on s'est établies, etc. Voilà, actuellement en tout cas, le chacun chez soi est quand même un modèle que j'aime bien, parce que très libre aussi. Mais en tout cas, voilà, avoir une personne identifiée comme étant ma compagne ne gêne pas un enfant. Après, ce que je fais sexuellement, c'est comme dans n'importe quel couple. Je pense qu'il y a des choses dont on ne parle pas aux enfants, puis des choses qu'on aborde, mais de manière bienveillante et de manière générale. Et je pense que dans cette généralité que j'exposerai, il y aura peut-être un peu plus de latitude qu'un parent plus classique ou n'aborderait pas. Mais moi, je veux dire, on m'a parlé d'homosexualité, etc. très jeune, je pense. Ma mère m'a jamais caché certaines sexualités. Je pense que même la transsexualité, etc., moi, on m'en a parlé jeune.
Mais tant mieux. Ouais, et je pense que voilà, ça fait partie d'un spectre. Je suis dans ce spectre et comment se positionner. Moi, je pense que du moment que j'ai un rôle de père qui est établi, identifié, etc., ma sexualité n'aura pas d'impact sur leur éducation. Parce que là, sur le rythme, une semaine sur deux, la semaine où j'ai mes enfants, je ne pense même pas à ma sexualité, en fait. J'ai mes enfants. Si on se projette dans le toi avant, où ça allait pas, où t'étais pas forcément à ta place, épanoui dans tes relations, qu'est-ce qui t'a le plus aidé ? J'ai eu 2 rencontres, un peu virage. La femme qui avait 10 ans de plus que moi, qui était avant Erika, et que j'ai rencontrée à 17 ans, on en avait 27. Mais alors ça a quand même biaisé plein de choses dans ma vie, parce que du coup, les femmes que j'ai rencontrées après, qui pouvaient être de mon âge au lycée, etc., j'étais un peu déphasé. Parce que c'est un âge où on découvre son corps, où on est très pudique, on cherche à faire plaisir à l'autre en s'oubliant. Enfin, c'est une période qui est pas ouf, quoi. Et moi, j'avais eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'avait libéré très vite. J'ai eu la chance d'être avec une femme épanouie. Alors ça a été très éphémère, ça a duré 3-4 mois. Et on a fait plein de choses en extérieur, etc. Donc forcément, j'avais une vision qui était déjà assez détendue du sujet. Et ensuite, j'ai eu, je dirais, la phase de couple, où je me suis dit, ouais, c'est super de rencontrer des femmes, mais il faut que je me casse, parce que c'est ce qu'on attend de moi, et que voilà. Et que j'en avais besoin, parce que, comme je t'ai dit, j'avais aussi besoin qu'on me dise régulièrement, c'est bien ce que tu fais, t'es ambitieux, etc. Donc tout le monde était heureux, vie de couple classique, etc. Et deuxième rencontre, alors, oulala, pas bien, faut me taper sur les doigts, mais pendant que j'étais en couple, dans le cadre professionnel, avec une nana qui m'a retourné, mais littéralement le cerveau, c'est-à-dire que c'était très malsain comme relation, presque toxique, mais elle répondait à tous mes fantasmes les plus fous, mais au-delà du sexe, sur la vie que je pouvais rêver si j'étais pas en couple, toutes les frustrations que je pouvais avoir, elle savait jouer avec ça, et me dire, mais moi je peux t'apporter ça. Et donc ça m'a mis la deuxième claque, parce que quand on remet en question son propre couple, sur une relation, sur une rencontre en tout cas qui est très courte, qui est éphémère, en fait c'était en déplacement professionnel, on s'était vu 3 fois au téléphone peut-être dans le cadre du boulot, mais quand on s'est rencontrés physiquement, ça a été très rapide. La fameuse séduction dont je te parlais et qui est hyper excitante, là elle était démultipliée, et elle m'a fait remettre en question à peu près tout mon schéma de couple. Et c'était avant les enfants, problème. Et après, il y a le moment où on se confronte à soi-même et on se dit, ok, la raison voudrait que je conserve ma vie traditionnelle, qui va m'apporter de la stabilité, qui est classique, entre guillemets, et qui me rend heureux. On va pas se mentir, on fait pas des enfants. Enfin, je pense pas qu'on fasse des enfants quand on n'est pas heureux, quoi que ça existe. Pas dans ton schéma. Ouais. Et sinon, j'avais la tentation où j'envoie tout valser et je vis une sorte de nouvelle vie qui me correspondrait peut-être plus, mais c'était beaucoup de points d'interrogation. Alors, je sais pas quel âge j'avais, mais je vais avoir 25 ans. Donc pareil, on n'est pas... Enfin, on se questionne. Et moi, je me questionne encore beaucoup, mais aujourd'hui, j'ai entre guillemets la chance d'être célibataire ou pas, je sais pas trop, mais en tout cas d'avoir la chance de pouvoir prendre le temps de me poser des questions, focus sur ma vie familiale avec mes enfants, et ma vie perso, j'ai le temps de la structurer. Et aujourd'hui, je ne veux plus du tout être dans ce schéma où je me dis on attend de moi que si maman me demande toutes les 2 semaines est-ce que je suis en couple, bon maintenant vous allez crever l'abcès, mais voilà, je suis plus dans la réponse à ce qu'on attend de moi. Donc je dirais qu'il y a eu 2 virages. Le premier, c'est ma première vraie vie sexuelle, parce qu'avant 17 ans il y a eu bricole, mais voilà. Donc la première rencontre avec une femme qui était vraiment très à l'aise avec son corps, et je me suis dit c'est génial la sexualité quand on s'autorise en fait à être soi et libre, et voilà, et qu'on dit ce qu'on veut, et que on demande ce qu'on attend, et on dit quand ça nous plaît pas, c'est quand même top. Donc ça à 17 ans, moi je pense que ça m'a ouvert des cases, on va dire. Et puis après la rencontre un peu sulfureuse qui m'a chamboulé sur quand même plusieurs mois, parce que remise en question, etc. Donc ça a été les 2 virages, et après rupture, on assume tout ça. Ça a provoqué des choses, mais ça a peut-être déclenché des signaux qui étaient en veille. Donc en fait, c'était pas anodin déjà à l'époque. Là où je l'ai vécu, on en avait parlé avec mon ex-femme, parce qu'elle a été au courant de
passade, et on a remis un peu les règles. Et c'est là aussi que j'ai vu que parler d'ouvrir le couple n'était pas la bonne idée non plus. Donc voilà. Eh ben, merci déjà de nous avoir partagé ça, pour le coup, à cœur ouvert, sans trop de tabou, ou sans tabou même. Sans tabou, ouais. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour clôturer cet épisode ? Bah non, merci de m'avoir invité. C'était un plaisir. Et puis, n'hésitez pas à parler franchement des choses, notamment de la sexualité, parce que je trouve dommage les freins qu'on se met. Mais sinon, rien à ajouter. Parfait. Et ben merci. Merci à toi. Un grand merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré. Pour recevoir une dose de bonheur en barre chaque semaine, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site dubonheurenbarre.com. Et si vous voulez me soutenir et m'encourager, rendez-vous sur ma page Tipeee. Pas de panique si vous êtes en voiture, en cuisine ou que vous n'avez pas de quoi noter. Vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Et si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage sensible, envoyez-moi un mail à sophie@dubonheurenbarre.com en me racontant un bout de votre histoire que j'ai déjà hâte de découvrir. Pour clore cet épisode, je vous souhaite plein de jolies choses. Prenez soin de vous.